11 ans après la guerre qui avait fauché une génération, la frontière entre les territoires de Van et de Corwin sentait encore légèrement le pain calciné. C'était vrai même les années où rien ne brûlait. Certains parfums, disaient les vieux loups, ne quittent jamais un endroit. Ils s'imprègnent dans les racines et attendent. L'Académie d'Ashgrove se trouvait directement sur cette ligne. C'était une forteresse de pierre noire et d'ardoise grise. Elle avait été érigée sur les cendres d'un donjon qu'aucune des deux meutes ne voulait que l'autre possède. Et ainsi, dans la logique étrange de meute qui s'était saignée à blanc, toutes deux avaient accepté de n'en laisser la possession à aucune. Une école neutre, une cage déguisée en éducation. Chaque famille noble y envoyait ses héritiers à 18 ans. Officiellement, c'était pour leur enseigner l'histoire, la diplomatie, le combat, les anciennes lois. En vérité, ils les envoyaient là pour être observés, jaugés et appariés. Car dans ce monde, les loups ne se réveillaient plus liés comme l'avaient fait les grands-parents de leurs grands-parents. Il n'y avait pas de savoir instantané et indestructible. Un loup pouvait vivre toute une vie aux côtés de quelqu'un sans jamais rien ressentir. Les vieilles histoires, celles que les grands-mères racontaient aux plus jeunes au coin du feu, parlaient encore de la résonance comme si elle arrivait d'un seul coup. Une unique certitude écrasante qui frappait deux étrangers dans une pièce bondée et les transformait à jamais. Les instructeurs d'Ashgrove enseignaient une version bien moins romantique et beaucoup plus bureaucratique. Ils disaient que la résonance à l'ère moderne était une lente négociation chimique entre les signatures olfactives de deux loups. Elle se construisait sur des mois ou des années de proximité, et elle ne s'installait, si elle s'installait, que lorsque les deux parties atteignaient l'âge de 21 ans. Elle ne pouvait pas être précipitée. Elle ne pouvait, par aucun moyen jamais prouvé, être invoquée avant son heure. Ce qu'elle pouvait être, si un loup était assez patient et habile, c'était d'être contrefaite. Pas parfaitement et pas pour longtemps, mais assez longtemps pour compter dans une école entièrement bâtie autour de l'appariement avantageux des héritiers. Une jeune fille assez disciplinée pour masquer sa propre odeur sous un parfum d'emprunt, pour contrôler son pouls et sa respiration lors de chaque rencontre calculée, pouvait fabriquer l'apparence d'une résonance naissante là où il n'en existait aucune, du moins jusqu'à ce que la vraie chimie confirme ou contredise la performance des années plus tard. C'était cette unique vulnérabilité, plus que toute autre, qui avait transformé la cour à Ashgrove en une campagne de 4 ans plutôt qu'en une simple cour. Car aucune maison dirigeante ne faisait plus confiance à une union sans qu'elle ait été testée, observée et vérifiée sous tous les angles possibles. C'est qu'un loup ressentait, s'il était à la fois assez chanceux et malchanceux, c'était la résonance. Une harmonie lentement construite qui ne s'installait entre deux personnes qu'après des mois, parfois des années, passées dans l'orbite l'un de l'autre. Ils étaient usés par la proximité et les sentiments jusqu'à ce que quelque chose dans leur sang accepte simplement de rester. Elle venait quand elle venait, à 21 ans, jamais avant. Et parce qu'elle dépendait entièrement de la proximité et de l'émotion plutôt que d'une magie instantanée, elle pouvait être contrefaite. Un loup assez habile pouvait masquer sa propre odeur, l'assaisonner de parfums d'emprunt et pratiquer l'immobilité. Il pouvait faire croire à une pièce entière qu'une attirance existait, là où il n'y avait que de l'ambition. C'est exactement pourquoi les maisons dirigeantes ne faisaient plus confiance à la romance pour choisir les partenaires de leurs héritiers. La cour à Ashgrove n'était pas une cour, c'était une saison de campagne, longue de 4 ans, menée sous des lustres au lieu d'un ciel ouvert. Et le prix pour la jeune fille qui entrait en résonance avec le bon héritier n'était pas un mariage. C'était un pouvoir politique réel et concret. Des concessions commerciales, des affectations de garnison, une main sur le traité qui maintenait la frontière tranquille depuis plus d'une décennie. Ren Solis arriva le premier matin du trimestre d'automne. Elle avait une lettre de bourse dans une poche de son manteau. Dans l'autre, un dossier de notes manuscrites sur la théorie de la résonance d'avant-guerre. Elle les compilait depuis l'âge de 14 ans. Elle n'avait jamais voulu venir ici. Elle avait même ardemment souhaité ne jamais venir ici du tout. « Vous venez du 9e vallon », dit la registraire, une femme fatiguée aux poignets tachés d'encre. Elle feuilletait les papiers de transfert de Rennes sans grand intérêt. Territoire neutre. Aucune affiliation à une maison. C'est bien ça. Et vous êtes une... La femme s'interrompit, levant les yeux pour la première fois. Une née silencieuse.
Ren avait entendu ce mot prononcé sur tous les tons possibles au cours des 5 dernières années. Avec pitié, avec suspicion, avec le dégoût particulier réservé aux choses que les gens ne comprenaient pas, et avait décidé de ne pas essayer de comprendre. Le ton de la registraire se situait quelque part entre la simple prudence bureaucratique, comme si Ren était un fait à classer correctement plutôt qu'une personne. Oui, alors vous voudrez connaître la règle avant de rencontrer qui que ce soit dans cette école. Personne ici ne peut vous lire. Ni vos intentions, ni vos loyautés, ni votre intérêt ou son absence. Comprenez-vous ce que cela signifie dans un endroit comme celui-ci? Ren comprenait mieux que la registraire ne le pensait probablement. Cela signifiait qu'elle serait la seule chose que chaque famille calculatrice du bâtiment ne pourrait pas vérifier. Cela signifiait que tout ce qu'elle dirait devrait être cru sur parole, dans une institution construite spécifiquement parce que personne ici ne faisait confiance à ce qu'il ne pouvait pas sentir. Cela signifie que personne ne croira un mot de ce que je dis, dit Ren. La registraire faillit sourire. Bienvenue à Ash Grove. Elle avait gagné sa place ici grâce à une seule proposition de thèse, une étude des liens de résonance enregistrés dans les décennies avant la guerre. À l'époque, le phénomène s'était apparemment comporté différemment. Plus rapide, plus étrange, moins lié à l'odeur que les manuels modernes ne l'affirmaient. Le plus ancien spécialiste du sujet à l'Académie, une relique de l'époque de la guerre nommé instructeur Calder Ash, avait personnellement demandé son transfert. C'était, lui disait-on, un immense honneur. Ren voulait surtout finir ses recherches, toucher sa bourse et rentrer chez elle au Vallon, où personne ne regardait à 2 fois une fille qu'aucun loup ne pouvait lire. Elle avait grandi dans le 9e Vallon, un ensemble de fermes neutres et de villes meunières qui ne devaient allégeance ni à Vin ni à Corwin. Là-bas, une enfant née silencieuse était simplement la fille du meunier dont on ne pouvait pas sentir le mensonge. Et pour la plupart, les gens avaient appris à ne plus s'en soucier après les premières années. Sa mère était morte quand Ren avait 9 ans. Son père, un homme tranquille qui réparait des métiers à tisser pour vivre, n'avait jamais traité la condition de sa fille comme pire qu'un inconvénient les jours de marché. C'est là que les acheteurs devenaient parfois nerveux face à une fille dont ils ne pouvaient vérifier l'honnêteté avec leur propre nez. C'était une petite vie, une vie ordinaire, et Ren en avait été parfaitement contente, jusqu'à ce que la lettre de l'instructeur Calder Ash arrive. Elle était pleine d'éloges pour une note de bas de page qu'elle avait copiée par curiosité un automne pluvieux. Et elle avait redessiné tout son avenir en un seul après-midi. Elle avait failli dire non. Elle se souvenait d'être debout dans le moulin, avec la lettre entre les mains, son père lisant par-dessus son épaule. Elle avait dit à voix haute qu'elle ne voulait pas aller quelque part où tout le monde la regarderait, comme le faisaient parfois les étrangers au marché. Comme une énigme à résoudre plutôt qu'une personne à connaître. Va découvrir si l'énigme vaut la peine d'être résolue selon tes propres termes, pour une fois, avait dit son père. Mieux vaut ça que de passer toute ta vie à laisser les autres décider de ce que tu es. Elle avait fait une seule malle, principalement des livres, et était arrivée à Ash Grove 3 semaines plus tard. Elle n'avait aucune attente au-delà de finir ses recherches et de rentrer chez elle inchangée. L'Académie elle-même, quand elle la vit pour la première fois s'élever, noire et grise, hors du brouillard d'automne, troubla quelque chose en elle qu'elle n'avait pas examiné de trop près. Une vieille conscience à moitié enfouie que c'était un lieu entièrement construit autour du fait d'être vue, jaugée et désirée. 3 choses dont elle avait été épargnée toute sa vie. Elle le remarqua pour la première fois le 2e soir, dans la salle de lecture et de la bibliothèque, et seulement parce que la moitié de la salle le remarqua au même moment. De la même manière qu'un souffle retenu se propage dans une foule avant que quiconque n'admette le retenir. Callum Ashworth Vane n'entrait pas dans les pièces se réorganisaient autour de sa présence. Il était grand de cette manière particulière qui faisait paraître les portes légèrement trop basses. Cheveux sombres, mâchoire carrée, avec le genre d'immobilité vigilante qui venait moins de la confiance que de 3 ans passés à être observé en retour par des gens qui comptaient sur lui pour faire un faux pas. Il traversa la pièce jusqu'à une table près de la fenêtre, s'assit et ouvrit un lourd livre sur le droit frontalier. Et en moins de 4 minutes, il y avait, selon le décompte de Ren, 6 jeunes femmes qui avaient chacune découvert un besoin urgent d'étudier dans cette section précise de la pièce. Elle observa cela avec l'intérêt détaché d'une femme, observant une espèce d'oiseau inconnu. Puis elle retourna à ses notes,
car l'étude de cas vieille de 80 ans qu'elle consultait était réellement intéressante. Ce qui était plus qu'elle ne pouvait en dire du théâtre de l'accouplement qui se déroulait 6 tables plus loin. Elle ne remarqua pas qu'il la regardait en retour. Elle ne l'aurait pas cru si quelqu'un le lui avait dit. Chapitre 2. L'héritier Vane était devenu très doué, en 3 ans, pour faire semblant d'écouter. C'était une compétence spécifique et épuisante. La légère inclinaison de la tête, l'immobilité attentive, le petit hochement de tête à des intervalles appropriés. Tout cela était exécuté pendant qu'une autre partie plus silencieuse de lui-même dénombrait les postes de troupes ou calculait combien de mois encore son père cesserait de le présenter aux filles des seigneurs en visite, comme un taureau primé à une vente aux enchères. Il avait enterré un frère dans une escarmouche frontalière à 15 ans. Il avait versé son sang pour ce territoire depuis qu'il était assez âgé pour tenir une lame correctement. Et depuis 3 ans, il était exhibé dans cette bibliothèque, cette salle à manger, cette salle de bal. Pour que les filles des membres du conseil, des généraux et des seigneurs marchands puissent tester si leur odeur pourrait un jour s'entremêler avec succès à la sienne. Il était fatigué jusqu'à la moelle d'être désiré pour ce qu'il pourrait un jour signer. Séraphina Doss, fille du propre bêta du Sarassois de Vane, avait été élevée depuis le berceau dans l'idée qu'elle serait l'élue. Elle gérait sa performance d'intérêt pour Callum avec la précision d'une diplomate. Gracieuse devant un public, plus froide dès qu'il n'y en avait pas, et elle avait fait savoir, discrètement par d'autres, jamais avec des mots qui pourraient remonter jusqu'à elle, qu'elle considérait la présence même de Ren Solis à Ashgrove comme une insulte à l'ordre naturel des choses. Une fille que personne ne pouvait sentir pour son honnêteté, autorisée à s'asseoir dans les mêmes salles que l'avenir de 2 territoires. Cela offensait quelque chose en Séraphina qu'elle examinait rarement de trop près. Les jumelles Voss, filles d'un seigneur frontalier qui tenait l'école de l'Est, menaient leur propre campagne concurrente avec bien moins de subtilité et bien plus de plaisir. Elles se chamaillaient pour savoir qui avait obtenu la meilleure place au dîner, qui avait eu la plus longue conversation. Elles traitaient tout le concours du hall d'entrée comme un jeu qu'elles comptaient gagner haut la main, puis s'en vanter pour le reste de leur vie. Leur rivalité mutuelle s'était, en 2e année, aigrie en quelque chose de presque plus réel que leur poursuite respective de Callum lui-même. Et il y avait Ivy Merrin, plus discrète que les autres. Sa famille ne possédait pas de grande fortune et sa survie à la cour dépendait entièrement de sa capacité à manœuvrer pour obtenir un mariage qui nourrirait ses proches. Elle concourait pour Callum, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que l'alternative était pire. Échouer à trouver quelqu'un, voir les modestes possessions de sa famille être absorbées par une maison plus affamée. Elle était en fait la seule personne à Ashgrove qui parlait à Ren comme si Ren était simplement une personne et non une énigme ou une menace. Les jumelles Voss, de leur côté, traitaient toute l'affaire de courtiser Callum moins comme une cour que comme une guerre continue qu'aucune d'elles ne pouvait se permettre de perdre. Delphine et Odile Voss se faisaient concurrence depuis le berceau. Pour des ponies, pour des partenaires de danse, pour savoir laquelle leur propre père préférait une semaine donnée. Et Callum Vane était simplement devenu le dernier et le plus grand trophée d'une rivalité qui n'avait plus besoin de lui depuis longtemps, sauf comme tableau de pointage. Elle s'est assise 2 places plus près de lui au dîner. Delphine siffla à sa sœur dans le couloir à l'extérieur de la salle à manger. Son ton suggérait une escarmouche frontalière plutôt qu'un plan de table. « Tu as laissé faire ça. Je n'ai rien laissé faire, » rétorqua Odile. Il a choisi où s'asseoir, à moins que tu ne suggères que je devrais le forcer à s'asseoir sur la bonne chaise moi-même. Je suggère que tu fasses attention. Je suggère que tu perdes avec grâce pour une fois dans ta vie. C'était, à sa manière absurde, la rivalité la plus saine de toute l'école. Car aucune des jumelles ne se faisait d'illusions sur ce qu'elle ressentait réellement pour Callum, c'est-à-dire très peu de choses au-delà du frisson de la compétition elle-même. Et donc, aucune d'elles ne s'est jamais souciée de la vraie cruauté. Elle la réservait l'une pour l'autre et laissait Séraphina pratiquer seule les arts plus acérés. Séraphina ne considérait pas l'arrivée de Ren Salis comme un enjeu dans un concours qui comptait. Pas au début. Une étudiante transférée née silencieuse, sans maison, sans fortune et sans odeur notable n'était, selon toutes les règles que Séraphina avait appris à respecter, aucune menace. Ce n'est qu'à la 4e semaine, en voyant les yeux de Callum dériver 2 fois pendant un dîner formel vers le fond de la salle où Ren était assise tranquillement avec ses livres,
que quelque chose de froid et d'inconnu prit racine sous le calme de Serafina. Le premier petit soupçon que les règles auxquelles elle avait été élevée pour faire confiance pourraient, dans ce cas particulier, ne pas tenir. « Tu es celle qui travaille sur les anciens registres de résonance », dit Ivy, en se glissant sur le siège en face de Wren, dans la salle à manger la 3e semaine. Sans y être invité, mais pas malvenu. Calder Ash ne cesse de parler de toi en séminaire. Il dit que tu as trouvé une divergence dans le registre de liaison de l'accord de Cassio que personne n'a regardé correctement depuis 60 ans. Il exagère, dit Wren. J'ai trouvé une note de bas de page. C'est lui qui a décidé que c'était une divergence. C'est généralement comme ça que les choses importantes commencent. Ivy jeta un coup d'œil de côté vers la table lointaine où Callum était assis, encadré par toute une cour de filles intéressées. Il ne disait presque rien, ne mangeait presque rien. Ses yeux parcouraient la pièce avec la patience plate d'un homme attendant la fin d'un long siège. « Tu sais, tu es la seule fille dans cette salle qui n'a jamais regardé par là-bas. »« J'ai regardé par là-bas, » dit Wren, une fois. Il avait l'air malheureux. Ivy éclata de rire, surprise. « Il a toujours l'air malheureux, c'est toute sa personnalité. Alors ce n'est pas très intéressant à regarder 2 fois. C'était, Wren le réaliserait plus tard, la pire chose à dire à portée de voix, d'une salle pleine de gens dont toute l'éducation tournait autour de la lecture de l'odeur pour la vérité. Car la moitié de la table la plus proche d'eux se tut d'un coup. Et la nouvelle parvint à Callum lui-même, avant même que les assiettes ne soient débarrassées. Il ne réagit pas visiblement. Il était devenu trop doué en 3 ans pour ne réagir visiblement à rien. Mais cette nuit-là, seul dans ses appartements, fixant un plafond qu'il avait mémorisé après 1000 heures d'insomnie, Callum se surprit à retourner la phrase dans sa tête avec une attention qu'elle ne méritait absolument pas. Il avait l'air malheureux. Alors ce n'est pas intéressant à regarder 2 fois. Personne à Ash Grove n'avait jamais dit quelque chose d'aussi simplement vrai à son sujet, sans aucune arrière-pensée. Chaque mot qui lui était adressé ici était une manœuvre. Celui-ci ne l'était pas. C'est cela, plus que toute autre chose, qui l'a marqué. Chapitre 3. Le directeur de thèse de Wren était un homme presque entièrement fait de vieux papiers. L'instructeur Calder Ash avait survécu à la guerre en tant que jeune scribe de champ de bataille. Il faisait partie de la dernière génération à avoir vu l'ancienne résonance se comporter comme les textes d'avant-guerre la décrivaient. Plus rapide, moins rigidement lié à l'odeur, s'installant parfois en mois plutôt qu'en années. Il avait passé les 4 décennies suivantes à essayer de comprendre pourquoi le phénomène s'était apparemment ralenti et durci après la guerre. Comme si les liens même entre les loups avaient été remodelés par tout ce chagrin. « Votre note de bas de page », lui dit Wren dans son bureau exigu et encombré de livres dans la plus vieille tour de l'académie, est peut-être la chose la plus intéressante que l'on m'ait donnée en 20 ans. C'est une seule ligne dans un registre centenaire, dit Wren. C'est une ligne qui dit qu'un lien de résonance a été confirmé entre 2 loups avant que l'un ou l'autre n'ait atteint l'âge du seuil olfactif. Comprenez-vous ce que cela signifierait si c'était vrai, et pas simplement une erreur de transcription? Wren comprenait, de la manière abstraite et académique dont elle comprenait la plupart des choses sur la résonance, comme un sujet à étudier plutôt qu'à vivre. Cela signifierait que le lien n'était pas seulement, ni même principalement, une question d'odeur. Cela signifierait que quelque chose de plus ancien et de plus étrange se cachait sous la théorie moderne, quelque chose que la génération d'après-guerre avait soit perdu, soit délibérément enterré. Ce que Wren ne savait pas, ce que Calder Ash ne lui dit pas, non pas par méchanceté, mais par l'égoïsme particulier d'un vieux savant qui avait enfin trouvé l'unique assistante de recherche capable de terminer l'œuvre de sa vie, c'est que son utilité pour lui allait bien au-delà des notes de bas de page. Une silencieuse ne pouvait pas être vérifiée par l'odeur. Ce fait, qui avait fait de Wren un objet de suspicion toute sa vie, faisait d'elle tout autre chose pour la poignée de seigneurs vieillissants qui croyaient encore que le traité de paix, vieux de 11 ans, était une humiliation plutôt qu'une miséricorde. Pour des hommes qui se souvenaient de la guerre, comme de quelque chose d'interrompu plutôt que de terminé. Une messagère illisible n'était pas une curiosité, c'était un atout inestimable. Une personne qui pouvait transporter n'importe quoi, des promesses, de l'argent, des plans de bataille, à travers la frontière et sous son nez suspicieux, sans jamais se trahir, car il n'y avait rien dans son odeur que quiconque puisse déceler. Calder Ash n'avait pas élaboré ce plan seul.
C'était un vieil homme qui avait passé la guerre à pleurer et la paix à la regretter. Et quelque part au cours des dernières années, il avait commencé à correspondre discrètement avec un petit cercle de seigneurs de la vieille garde. Ils considéraient le traité comme une laisse plutôt qu'une paix, et avaient commencé à préparer patiemment le terrain pour son démantèlement. Le transfert de Wren à Ashgrove n'avait pas été arrangé uniquement à cause d'une note de bas de page intelligente. Il avait été arrangé parce qu'une assistante de recherche née silencieuse, intégrée près du siège du pouvoir de Vane, valait plus pour ces hommes que n'importe quel espion que l'on pouvait sentir venir. Wren ne savait rien de tout cela. Elle savait seulement que son conseiller était gentil avec elle d'une manière que la plupart des gens n'étaient pas, qu'il croyait en son travail, et que pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment utile plutôt que simplement tolérée. Il ne lui vint pas à l'esprit de se demander pourquoi un vieux savant de guerre sans affiliation à une maison s'était donné tant de mal pour faire venir une fille spécifique, illisible et sans amis dans la seule école du territoire la plus proche du siège du pouvoir. Leurs séances de travail prirent un rythme facile et confortable au cours de ces premières semaines. Calder Ash sortait une autre caisse de registre jauni d'un coin oublié des archives de la tour. Et Wren passait des heures à recouper des noms, des dates et les étranges vieilles notations que la théorie moderne de la résonance avait depuis longtemps cessé d'enseigner. Car personne de vivant n'avait plus l'utilité d'une version du lien qui ne semblait plus se produire. « Tenez, dit-elle un après-midi, en faisant glisser un registre sur son bureau. Elle tapota une ligne effacée près du bas de la page. « Accord de Cassio, année du second traité. Une liaison confirmée entre le plus jeune fils Cassio et une servante de la maison de l'Est. Aucun titre, aucun enregistrement d'odeur, seulement une note en marge qui dit « Vérifié par le motif, non par le nez ». Calder Ash devint très immobile, comme il le faisait toujours lorsqu'un fragment confirmait quelque chose qu'il soupçonnait depuis des décennies. Savez-vous combien de fois j'ai cherché cette phrase exacte en 40 ans de recherche, sans jamais la trouver écrite aussi clairement? Ça pourrait être une erreur de scribe. Ça pourrait l'être, admit-il. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que nos ancêtres comprenaient quelque chose sur le lien que la génération d'après-guerre a perdu, délibérément ou non. Et je pense que vous êtes peut-être la seule personne vivante capable de le prouver. Il la regarda par-dessus ses lunettes. Et Wren, encore peu habitué à être regardé avec quoi que ce soit qui ressemble à une fierté sincère, sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine à cette vue. « Vous avez un don, mademoiselle Solas. » La plupart des gens passent leur vie à s'entendre dire que leur différence est une déficience. J'aimerais que vous considériez, au moins pendant que vous êtes sous ma direction, qu'elle pourrait plutôt être l'outil le plus affûté de toute cette académie. Elle l'avait remercié à l'époque avec une réelle gratitude. Elle repenserait à cet après-midi de nombreuses semaines plus tard, avec un sentiment très différent. Chapitre 4. La première vraie conversation entre Wren Solas et Callum Ashworth Vane eut lieu par accident dans la bibliothèque, à une heure où aucun d'eux ne s'attendait à trouver quelqu'un d'autre éveillé. Wren avait perdu la notion du temps en recoupant des registres de recensement d'avant-guerre avec la collection de registres de liaison de Calder Ash. Il était bien plus de minuit quand elle leva les yeux pour trouver la salle de lecture vide, à l'exception de l'héritier Vane lui-même. Il était assis à 3 tables de là, avec une pile de correspondances frontalières qu'il ne lisait manifestement pas. Sa mâchoire était serrée de la manière particulière d'un homme portant un fardeau qu'il ne pouvait déposer nulle part. « Vous avez le droit d'être ici si tard ?» demanda Wren, principalement parce que le silence avait duré assez longtemps pour paraître étrange, et parce que, contrairement à toutes les autres filles du bâtiment, elle n'avait aucune raison particulière de surveiller sa langue avec lui. Callum leva les yeux, légèrement surpris, comme s'il n'avait vraiment pas remarqué une autre personne dans la pièce avant qu'elle ne parle. « Je suis l'héritier Alpha. J'ai le droit d'être n'importe où. » Ça a l'air épuisant. Ça l'est. Il le dit avant de décider de le dire, et quelque chose dans sa propre voix le surprit. La simplicité, le manque de performance. Il l'étudia un moment. « Vous êtes la née silencieuse, celle qui travaille avec Ash, Wren. Je connais votre nom, dit-il. Puis, parce que cela était sorti étrangement insistant, il ajouta « La moitié de l'école parle de vous. La fille que personne ne peut lire. Il parle plus de vous. Il parle de ma lignée. Ce n'est pas la même chose. » Il ferma la correspondance devant lui, un petit geste inconscient pour déposer le poids. « Vous avez dit que j'avais l'air malheureux. Au dîner. Il y a des semaines.
Le visage de Ren ne s'ila même pas, et il fallut un moment à Callum pour se rappeler que, bien sûr, il ne le ferait pas. Il n'y avait aucune odeur pour la prendre au dépourvu, aucune rougeur ou pic d'embarras à lire pour lui. C'était, réalisa-t-il avec une certaine surprise, étrangement reposant. Il n'avait pas à deviner son honnêteté. Il n'avait tout simplement pas d'autre choix que de prendre tout ce qu'elle disait pour la vérité. « Vous aviez l'air malheureux, » dit Ren. « Vous l'avez toujours, en fait. La plupart des gens ne me disent pas ça en face. La plupart des gens veulent quelque chose de vous. Pas moi. » Elle ferma son propre registre. « Je devrais y aller. Il est tard et l'instructeur Ash attend un tableau comparatif complet pour demain matin. » Elle partit sans autre cérémonie, sans le regard persistant ou l'hésitation calculée que toutes les autres filles de l'école avaient appris à intégrer à leur sortie d'une pièce qui l'occupait. Callum resta assis seul pendant un long moment après, retournant sa phrase exactement comme il l'avait fait avec la première. « Je ne veux rien de vous. » Il n'avait pas entendu ces mots prononcés simplement en 3 ans. Il commença après cette nuit à trouver des raisons d'être dans les endroits où elle se trouvait déjà. Le reste de l'école, pendant ce temps, continuait ses activités habituelles, ignorant totalement que quelque chose avait changé. Les dîners formels se succédaient, chacun étant un petit théâtre de regards étudiés et de positionnements soignés. Serafina perfectionna un rire qui tombait exactement au bon moment chaque fois que Callum parlait. Chaleureux et sans effort devant un public, il disparaissait dès que l'attention de la salle se déplaçait ailleurs. Les jumelles Voss échangeaient des compliments acérés sur les plans de table avec le dévouement sombre de rivales de carrière, chacune convaincue que l'autre avait soudoyé un intendant pour une meilleure chaise. Ivy Merwin observait tout cela avec le calcul patient et épuisé d'une fille faisant de l'arithmétique sur la survie de sa famille. Et elle se retrouvait de plus en plus souvent à dériver vers la seule table de la salle où personne ne jouait la comédie. « Tu sais, » dit Ivy à Ren un soir, en regardant les yeux de Callum dériver pour la 3e fois ce dîner-là vers le fond de la salle, « Tu es devenu le secret le moins bien gardé de toute cette académie, et tu ne sembles même pas l'avoir remarqué. »« J'ai remarqué que les gens parlent, » dit Ren. « Je supposais que c'était à propos de mes recherches. » Ivy rit si fort qu'elle faillit s'étouffer avec son vin. « Ren, personne dans cette salle n'a pensé au registre de liaison d'avant-guerre depuis des semaines. Ils n'ont pensé à rien d'autre qu'au fait que l'héritier Alpha arpente le mur est chaque soir avec une fille que la moitié de l'école ne sait toujours pas comment catégoriser. » Ren considéra cela avec son sérieux habituel. « Est-ce que ça a de l'importance, ce qu'il pense? »« Ça a de l'importance pour Serafina, » dit Ivy. « Ça a beaucoup plus d'importance pour elle qu'elle ne l'admettrait jamais en face. » Elle jeta un coup d'œil de côté, baissant légèrement la voix. « Pour ce que ça vaut, je ne pense pas que tu devrais laisser ça t'effrayer et t'éloigner de ce que c'est réellement. Je vous observe tous les deux depuis 2 mois maintenant. Quoi qu'il se construise entre vous, ce n'est pas une performance. Je sais. J'ai passé 3 ans à étudier la performance comme tu étudies les vieux registres. Ça a commencé petit, de forme presque accidentelle. Il arrivait à la bibliothèque 10 minutes après elle, toujours avec un véritable travail en main, et prenait la table la plus proche de la sienne sans commentaire. Il demandait 1 ou 2 fois par semaine si elle avait trouvé quelque chose de nouveau dans les registres d'Ash, et il écoutait. Il écoutait vraiment. Pas l'immobilité attentive et étudiée qu'il jouait pour les membres du conseil et les filles pleines d'espoir, mais quelque chose de plus proche d'une réelle curiosité. Pendant qu'elle expliquait un détail obscur du droit des liaisons d'avant-guerre, elle supposait que cela devait ennuyer quiconque n'y était pas déjà engagé, vu comment tout le monde évitait soigneusement le sujet de ses recherches. « Vous êtes la seule personne, à part Ash, à m'avoir jamais posé une 2e question sur tout ça, » lui dit-elle vers la fin de la 2e semaine de ce nouveau schéma, avec quelque chose comme de la surprise dans sa voix. « La plupart des gens en posent une par politesse, puis changent de sujet avant que je puisse vraiment répondre. Je ne demande pas par politesse. Alors pourquoi ?» Il réfléchit à la question plus longtemps qu'elle ne le méritait probablement. « Parce que c'est la première chose vraie que j'entends discuter dans ce bâtiment depuis 3 ans, qui n'a rien à voir avec ce que je peux offrir à qui que ce soit. » Ren l'étudia un moment. L'immobilité particulière de quelqu'un qui pèse une affirmation qu'elle n'a aucun sens pour vérifier, et a, contre une longue habitude, décidé de faire confiance quand même. C'est une chose étrange pour l'héritier Alpha de trouver ça reposant. « Vous seriez étonné de ce qu'une personne trouve reposant, » dit Callum, « une fois que vous enlevez tout ce qu'elle a l'habitude de jouer.
Chapitre 5. Ce n'était pas subtil. Bien que Wren, totalement inexpérimenté dans l'art particulier d'être courtisé, ne le remarqua pas pendant un certain temps. Les heures de bibliothèque changèrent d'abord. Callum commença à apparaître à la même heure tardive qu'elle, toujours avec une véritable correspondance frontalière en main, comme si la coïncidence était simplement la conséquence naturelle de deux personnes qui travaillent trop. Puis vinrent les rotations de patrouille. En tant qu'héritier alpha, Callum avait un certain pouvoir sur les étudiants seniors jumelés pour les contrôles de périmètre nocturne de l'académie, une vieille tradition destinée à former les héritiers à la discipline de la frontière qu'ils tiendraient un jour. Et c'est devenu, avec une régularité suspecte, le nom de Wren à côté du sien sur la liste. « Vous vous retrouvez toujours là où je suis déjà », observa Wren, un soir, 3 semaines après le début de ce schéma, alors qu'il marchait sur le mur haie dans l'obscurité bleue et froide. C'est soit une coïncidence extraordinaire, soit vous le faites exprès. Est-ce que ça vous dérangerait si c'était le cas? Je veux savoir pourquoi. Callum réfléchit à la réponse honnête pendant un long moment. Qu'il aimait, plus qu'il n'avait aimé presque quoi que ce soit en 3 années épuisantes, le fait qu'elle ne jouait jamais rien avec lui. Que son indifférence à son titre lui semblait être le premier air pur qu'il respirait depuis la mort de son frère, et il lui en donna une plus petite partie à la place. Vous faites des recherches qui pourraient être importantes pour toute la compréhension de la résonance de ma famille, dit-il. J'aimerais la comprendre aussi. Ce n'était pas faux. Ce n'était pas non plus toute la vérité. Wren, qui avait passé 5 ans à s'entendre dire que son honnêteté ne signifiait rien, parce que personne ne pouvait la vérifier, se retrouva, contre toutes ses attentes, encline à le croire quand même. Non pas parce que son odeur lui disait quoi que ce soit, car ce n'était jamais le cas, mais parce qu'il ne lui avait jamais rien demandé de ce que les autres filles semblaient si désespérées d'offrir. « Demandez alors, dit-elle. Que voulez-vous savoir ?» Alors il demanda, et continua de demander, nuit après nuit, sur le mur froid ou dans la bibliothèque vide, à propos des registres de liaison, des recensements d'avant-guerre et de l'étrange note de bas de page insaisissable sur laquelle Caldorache était si obsédé. Et quelque part dans l'accumulation de ces petits échanges honnêtes, quelque chose commença à se construire entre eux, que ni l'un ni l'autre n'avait encore de nom, car cela n'arrivait pas comme la résonance était censée arriver. Il n'y avait pas de signature olfactive à remarquer, pas de certitude chimique. Il y avait seulement le fait qui s'accumulait régulièrement de 2 personnes qui avaient commencé, sans vraiment le décider, à organiser leur journée l'une autour de l'autre. Une nuit, en marchant sur le sentier durci par le gel, le long du mur haie, Callum s'arrêta au milieu d'une phrase et la regarda simplement pendant un long moment. La lumière de la lanterne attrapait la ligne nette de sa mâchoire. « Quoi ?» demanda Wren, quand le silence s'était étiré assez longtemps pour paraître délibéré. J'essayais de me souvenir de la dernière fois que j'ai dit quelque chose de vrai à quelqu'un, sans calculer d'abord ce que cela me coûterait de le dire, admit-il. Je ne peux pas. Pas avant vous. Ça ressemble à une façon solitaire de vivre. Ça l'est. Il garda les yeux sur la ligne d'arbres sombres au-delà du mur plutôt que sur elle, comme si l'aveu était plus facile à faire à une distance polie de loup. Mon frère disait que j'avais oublié comment vouloir quoi que ce soit pour moi-même si je continuais à laisser tout le monde décider de ce que je devais vouloir. Je lui ai dit qu'il était dramatique. Il avait 15 mois de plus que moi, et il est mort avant que l'un de nous ne découvre qui avait raison. Je suis désolé, dit Wren, et elle le pensait simplement, sans la condoléance étudiée qu'elle aurait offerte à un étranger. Je ne dis pas ça aux gens, dit Callum. À propos de lui, la plupart d'entre eux connaissent déjà les grandes lignes de l'histoire, et ils l'utilisent avec soin, avec gentillesse, mais ils l'utilisent pour expliquer pourquoi je devrais vouloir ce qu'il m'offre actuellement. Vous êtes la première personne à qui je le dis simplement parce que je voulais le dire. Wren ne tendit pas la main vers la sienne. Elle n'était pas sûre, si tôt, d'en avoir le droit, mais elle resta à ses côtés près du mur, bien après que le froid aurait dû les faire rentrer tous les deux. Et quelque chose dans ce fait calme et sans hâte leur parut, à tous les deux, comme la conversation la plus vraie que l'un ou l'autre ait eue depuis des années. Serafina remarqua la première parce que Serafina remarquait tout ce qui la menaçait. « Il marche sur le mur avec la nez silencieuse », dit-elle aux jumelles Voss d'un ton d'incrédulité soigné et cultivé au petit déjeuner la 4e semaine. « Toutes les nuits maintenant. Avez-vous senti quelque chose sur lui après ?»« Rien, » dit la jumelle aînée. « C'est ça qui est étrange. D'habitude, on peut sentir l'intérêt à 1 kilomètre. Il n'y a rien à sentir parce qu'il n'y a rien de réel, » dit Serafina
avec plus de conviction qu'elle n'en ressentait vraiment. Il l'utilise pour ses recherches, c'est tout. Elle voulait très fort y croire. Elle commençait, dans les heures privées où personne ne pouvait voir son visage, à soupçonner que ce n'était pas vrai. Chapitre 6. À la 6e semaine, Callum avait commencé, sans se l'admettre entièrement, à oublier son propre nom de famille en compagnie de Wren. C'est arrivé pour la première fois autour d'une théière partagée dans l'alcôve arrière de la bibliothèque, 1 heure avant le couvre-feu. Tous deux étaient penchés sur l'un des plus anciens registres de Calder Ash, un registre de fiançailles arrangées datant de 3 générations. La plupart étaient arrangées, mais une poignée d'entre elles, selon les étranges notations anciennes dans les marges, semblaient plus proches d'un lien authentique et précoce. « Van, dit-elle en levant les yeux, vous fixez la même page depuis 10 minutes. » Il cligna des yeux. Il avait en fait regardé ses mains plutôt que la page. La manière soignée et sans hâte dont elle tournait chaque feuille fragile, comme si elle méritait plus de patience que la plupart des choses dans le monde. Désolé, je pensais. Au registre? Non. L'aveu le surprit même en le faisant. Cette honnêteté simple à nouveau. La chose qu'elle semblait tirer de lui sans jamais la demander. À quel point c'est étrange que vous soyez la seule personne dans toute cette école qui oublie qui je suis. Wren considéra cela sérieusement, comme elle considérait la plupart des choses. Je n'ai pas oublié. Je ne trouve simplement pas que ce soit une information très utile la plupart du temps. Vous êtes une personne avant d'être un titre. Ce serait étrange de traiter le titre comme si c'était la partie intéressante. Tout le monde traite le titre comme la seule partie intéressante. Alors tout le monde manque beaucoup de choses, dit Wren. Et elle retourna au registre, totalement inconsciente de ce qu'elle venait de lui faire. C'est vers la 7e semaine que Callum commença, discrètement, à soupçonner que quelque chose se passait dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec l'odeur. Une chaleur qui se construisait simplement par le fait de sa présence. Un apaisement qu'il ressentait les nuits où elle était à ses côtés sur le mur, et une agitation les nuits où elle n'y était pas. Cela ne correspondait à rien de ce que les manuels modernes décrivaient. La résonance, selon tous les récits qu'on lui avait enseignés, arrivait par l'odeur, se construisait lentement sur des années et se manifestait par une certitude chimique indubitable qu'aucune des parties ne pouvait confondre avec autre chose. Ce qu'il ressentait avec Wren n'était pas cela. C'était quelque chose de plus silencieux, entièrement construit sur des habitudes et des comportements, plutôt que sur un signal que son loup pouvait nommer. La manière particulière dont elle retroussait ses manches quand elle réfléchissait intensément. La petite courtoisie sans hâte qu'elle témoignait à tout le monde, quel que soit leur rang. Le fait qu'elle ne lui ait jamais, en 7 semaines, demandé quoi que ce soit. Il ne savait pas comment l'appeler. Il savait seulement que lorsqu'ils se tenaient ensemble au bout du mur est, regardant le sol qui avait englouti son frère 11 ans avant la fin de la guerre, quelque chose en lui se taisait d'une manière qui ne s'était pas produite depuis ses 14 ans. Wren, de son côté, avait commencé à tenir une petite page privée à l'arrière de son carnet de recherche qui n'avait rien à voir avec les registres de liaison d'avant-guerre. Une page d'observation sur un garçon qui posait de vraies questions et écoutait les vraies réponses. Qui ne semblait rien vouloir d'elle, sauf le simple fait de sa compagnie, et qui, de plus en plus, occupait plus de ses pensées que n'importe quelle note de bas de page que Calder Ash lui avait jamais donnée. Elle ne l'appelait rien non plus. Elle n'était pas encore sûre que cela méritait un nom. Il y eut un soir particulier, vers la fin de la 7e semaine, auquel elle repenserait souvent par la suite. Une soudaine tempête d'automne les avait surpris tous les deux sur le chemin du retour de la patrouille du mur. Ils s'étaient abrités sous l'avancée de pierre de l'ancienne tour de guet. Assez proche pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de lui-même à travers son manteau. Assez proche pour qu'aucun d'eux n'essaie vraiment de prétendre que la distance entre eux était accidentelle. « Tout le monde me dit que ça ne peut pas être réel », dit Callum doucement, regardant la pluie tomber en rideau, au-delà du bord de l'avancée. Que quoi que ce soit qui s'installe entre nous ne peut pas être de la résonance parce qu'il n'y a pas d'odeur sur laquelle s'installer. Mon propre père l'a presque dit dans sa dernière lettre. Peut-être que ce n'est pas de la résonance, dit Wren. Peut-être que c'est quelque chose que les vieux registres comprenaient et que les modernes ont oublié comment nommer. Est-ce que ça a de l'importance comment on l'appelle? Elle considéra cela honnêtement, comme elle considérait la plupart des choses. Je ne pense pas. Pas pour moi. Il la regarda alors. La regarda vraiment. La lumière grise de la pluie attrapant la constance de son visage, qui ne vacillait jamais avec l'incertitude jouée que toutes les autres filles de l'école semblaient avoir perfectionnée. « Bien,
dit-il. Parce que j'ai arrêté d'attendre que mon propre loup me donne la permission de ressentir ça. Je ne pense pas qu'il le fera. Je pense qu'il a déjà décidé il y a des semaines et qu'il n'a simplement jamais pris la peine d'informer le reste de moi par le canal habituel. Wren rit, un petit son surpris qu'elle n'avait pas tout à fait prévu. C'est soit très romantique, soit un défaut très grave de votre biologie. Probablement les deux, dit Callum. Et pour la première fois depuis plus longtemps que l'un ou l'autre ne pouvait s'en souvenir, il parut, debout là dans l'obscurité battue par la pluie, entièrement soulagé. Chapitre 7. Ivy Marin entre toutes, qui prononça le mot à voix haute la première. « Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à Wren un soir dans le couloir du dortoir, l'attrapant au retour d'une autre patrouille tardive avec Callum. « Ce qui se construit entre vous deux ?»« Nous sommes collègues, » dit Wren. « Il s'intéresse à la recherche. » Ivy rit, sans méchanceté. « Wren, il marche sur le mur avec toi tous les soirs. Il a arrêté d'assister à la moitié de ses propres dîners politiques, parce qu'il coïncide avec les heures de bibliothèque que tu tiens. Serafina a mal à la tête depuis 1 mois à cause de ça. Ce n'est pas de la résonance, dit Wren, avec la certitude plate de quelqu'un qui avait passé 5 ans à étudier le phénomène académiquement et comprenait mieux que la plupart comment il était censé fonctionner. La résonance se construit sur la reconnaissance olfactive. Je n'ai pas de signature olfactive que quiconque puisse reconnaître. Quoi que ce soit, ça ne peut pas être ça. Peut-être, dit Ivy lentement, que c'est quelque chose que les vieux registres que tu lis sans cesse ont pris en compte. Wren ne dormit pas bien cette nuit-là. Elle resta éveillée, retournant la note de bas de page qui l'avait amenée ici. Un lien confirmé avant l'âge du seuil olfactif. Une anomalie que les manuels modernes ne pouvaient pas expliquer. Et elle se demanda pour la première fois si elle-même ne se trouvait pas au cœur d'une seconde anomalie de ce type, plutôt que de simplement en étudier une sur le papier. Elle en parla à Calder-Ash le lendemain matin, prudemment, de manière abstraite, le présentant comme une pure curiosité de recherche, plutôt que la question personnelle que c'était réellement. Un lien pourrait-il se former uniquement par le biais de schémas et de comportements, demanda-t-elle, sans aucune composante olfactive, dans un cas où l'une des parties n'aurait pas de signature olfactive vérifiable à reconnaître? Calder-Ash devint très immobile au-dessus de son thé. Quelque chose bougea derrière ses vieux yeux, que Wren, dans son inexpérience, prit pour de l'excitation savante, plutôt que pour le calcul que c'était réellement. « Ce serait, dit-il lentement, la découverte la plus significative de ma carrière. Si c'était vrai, si une nez silencieuse pouvait former un lien authentique par résonance émotionnelle et comportementale plutôt que par l'odeur, cela signifierait que tout le système de vérification moderne sur lequel ce territoire s'appuie est fondamentalement incomplet. Cela signifierait que la loyauté elle-même ne peut plus être sentie de manière fiable. Il n'ajouta pas le reste de sa pensée à voix haute, qu'une fille capable de former de vrais liens indétectables, se déplaçant sans être lue dans les plus hauts cercles du pouvoir de Van, valait infiniment plus pour certains seigneurs de la vieille garde qu'il ne leur avait même promis à l'origine. Il remercia simplement Wren pour la question, lui dit de prendre des notes détaillées sur ses propres observations, et la renvoya avec le sourire chaleureux et encourageant d'un mentor fier de son élève. Ce soir-là, seul dans son bureau de la tour, Calder-Ash écrivit une courte lettre d'une main soignée et délibérément simple. Il l'acheta avec une cire ne portant aucun blason de maison. Elle parvint, par une route détournée via une caravane de marchands qui traversait régulièrement le vallon neutre, à un général à la retraite nommé Corwin Adair. Il avait commandé une garnison pendant la dernière année, la plus sanglante, de la guerre. Et il n'avait jamais, en 11 ans de paix, cessé de croire que le traité que son propre roi avait signé équivalait à une humiliation déguisée en miséricorde. La fille progresse exactement comme espéré, disait la lettre. Illisible par tout né du territoire, et maintenant plus proche de l'héritier Vane que nous n'osions l'espérer. Encore un peu de patience, et nous aurons trouvé une messagère qu'aucune patrouille frontalière, dans aucun des 2 territoires, ne pourrait jamais attraper. Le général Adair lut la lettre 2 fois à la lueur d'une bougie, puis la jeta au feu, satisfait. Il avait passé 11 ans à rassembler de vieux officiers qui partageaient sa conviction, à accumuler des griefs et de l'argent discrètement, attendant exactement ce genre d'opportunité. Non pas pour relancer la guerre, ce que même lui comprenait que le territoire n'avait plus l'appétit,
mais pour forcer une renégociation des termes les plus durs du traité, en utilisant tout levier qui pourrait être passé en contrebande à travers une frontière trop bien patrouillée pour qu'un espion ordinaire puisse s'en charger. Une fille qu'aucun loup ne pouvait lire valait plus pour ce projet que toute une compagnie de soldats. Wren, à 3 jours de là, penché sur ses registres, avec les éloges chaleureux de Calderash encore frais dans ses oreilles, n'avait aucune idée de tout cela. Elle savait seulement que pour la première fois de sa vie, quelqu'un avec une réelle position dans le monde avait regardé la chose qui la rendait différente et l'avait appelée un don plutôt qu'un défaut. Et elle ne comprenait pas encore à quel point cette seule gentillesse avait été entièrement construite pour être utilisée contre elle. Wren quitta son bureau avec le sentiment, pour la première fois depuis des semaines, d'un véritable espoir que sa différence étrange et non désirée pourrait, après tout, être la chose même qui lui permettrait de former quelque chose de réel. Elle n'avait aucun moyen de savoir que la même conversation venait de confirmer pour un ensemble très différent de parties intéressées qu'elle était exactement l'outil qu'ils attendaient. Chapitre 8. Serafina Dawes ne perdait pas de temps avec l'espoir. Elle avait été élevée pour agir. Les murmures commencèrent prudemment dans des pièces où Serafina prenait soin de ne jamais être vue. Que la nature illisible de la née silencieuse n'était pas simplement une bizarrerie de naissance, mais la preuve de quelque chose à craindre. Qu'aucun loup dont la loyauté ne pouvait jamais être vérifiée ne devrait être autorisé près de l'héritier Van. Encore moins autorisé à marcher sur le mur frontalier avec lui sous le couvert de la nuit. Que la présence de Wren Solis à Ash Grove, si commodément arrangée, si commodément programmée, méritait un examen plus approfondi que quiconque ne lui avait encore accordé. C'était, à sa manière, une campagne intelligente. Car elle n'exigeait pas de Serafina de dire une seule chose fausse. Wren ne pouvait vraiment pas être vérifiée par l'odeur. Elle était vraiment arrivée dans des circonstances inhabituelles à la demande personnelle d'un érudit, aux sympathies de la vieille garde, que personne n'avait jamais pris la peine d'examiner de trop près. Serafina ressemblait simplement les faits vrais et banals de l'existence de Wren, et les arrangea pour leur donner la forme d'une menace. Elle confronta Wren directement une seule fois, dans un couloir tranquille près de la salle à manger, où elle pouvait être raisonnablement certaine que personne d'autre n'écoutait. « Je ne vous déteste pas personnellement », dit Serafina, avec la voix posée et sans hâte de quelqu'un qui avait répété la phrase à l'avance. « Je veux que vous compreniez cela avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la prudence au nom de 2 territoires qui se sont déjà saignés à blanc une fois et ne peuvent pas se permettre de le refaire pour une fille que personne ne peut vérifier. Je comprends la prudence, dit Wren. J'ai vécu toute ma vie avec elle. Mais la prudence et la cruauté ne sont pas toujours aussi faciles à distinguer que vous aimeriez le croire. Vous pensez que je suis cruel. Je pense que vous avez peur, dit Wren calmement, sans aucune méchanceté particulière. Pas de moi. De ce que cela signifie s'il choisissait réellement quelqu'un que les anciennes règles n'ont jamais prévu. Après que vous ayez passé toute votre vie à croire que vous étiez le seul résultat acceptable. Quelque chose vacilla sur le visage soigneusement composé de Serafina. Pas tout à fait de la colère, plus proche de la surprise brute et non gardée d'être vue clairement par la seule personne de l'école dont la propre honnêteté ne pouvait être ni mise en doute, ni rejetée. Elle se reprit rapidement. « Croyez ce que vous voulez de mes raisons, » dit Serafina. « Cela ne change rien au fait que j'ai présenté au conseil. Vous ne pouvez pas être vérifié. Ce n'est pas une insulte, c'est simplement vrai. Et les choses vraies dans un endroit comme celui-ci sont la seule arme dont on a réellement besoin. » Elle partit avant que Wren ne puisse répondre. Wren resta seul dans le couloir pendant un long moment, retournant l'échange, incapable de rejeter entièrement la petite vérité inconfortable enfouie dans l'argument de Serafina. Que, même si elle avait été injustement dirigée contre elle, elle n'était pas, à proprement parler, fausse. À la 9e semaine, les murmures étaient devenus quelque chose avec un nom et un calendrier. Une enquête formelle du Conseil sur la présence et l'influence d'une étudiante transférée non vérifiable au sein des cercles intérieurs de l'Académie. Elle devait être entendue devant le même corps de seigneurs et de généraux qui, dans 3 ans, déciderait quelle fille deviendrait la prochaine Luna. Tu dois comprendre à quoi cela ressemble de l'extérieur. Le propre père de Callum lui écrivit dans une lettre qui arriva la même semaine que l'annonce de l'enquête. Une née silencieuse formant un attachement à l'héritier, incapable d'être vérifiée,
À un moment où certaines anciennes factions de ce territoire n'ont jamais pleinement accepté la paix. Je n'accuse la fille de rien. Je te dis que les apparences dans une maison comme la nôtre sont très souvent l'ensemble de la guerre. Callum lut la lettre 2 fois, puis trouva Wren dans la bibliothèque à leur heure habituelle. Il lui dit clairement ce qui allait arriver, car il avait appris en 9 semaines que l'honnêteté simple était la seule monnaie qui avait jamais vraiment fonctionné entre eux. « Il pense que je suis dangereuse », dit Wren très doucement une fois qu'il eut fini. « Parce que personne ne peut sentir ce que je suis. Il pense que vous pourriez être utilisé, dit Callum. Par quelqu'un, pour quelque chose. Je ne le crois pas. Mais le conseil voudra l'entendre de votre bouche. Et je veux que vous sachiez avant d'entrer là-dedans, que quoi qu'ils demandent, quoi qu'ils insinuent, je ne vais pas rester assis là et garder un silence diplomatique. » Wren l'étudia pendant un long moment, cherchant, par une habitude durement acquise en 5 ans, une raison de douter de lui, un angle qu'elle manquait. Elle n'en trouva aucune. « Pourquoi risqueriez-vous quoi que ce soit pour moi? Je n'ai pas de signature olfactive à laquelle vous pouvez faire confiance. Selon toutes les règles avec lesquelles vous avez été élevé, vous n'avez aucun moyen de savoir si je ne suis pas exactement ce que Serafina dit que je suis. Je vous connais de la manière dont on apprend vraiment à connaître une personne, dit Callum. Pas par son odeur, par tout ce qu'elle fait chaque jour quand elle pense que personne ne compte les points. Il soutint son regard. Je compte les points depuis 9 semaines, Wren. Vous ne m'avez jamais rien demandé. Ce n'est pas rien. C'est tout ce qui compte pour moi. C'était, bien que ni l'un ni l'autre n'ait encore le vocabulaire pour le nommer, le moment exact où leur lien, entièrement construit sur des habitudes et des comportements plutôt que sur une certitude chimique, s'est tranquillement et irréversiblement établi. L'envoyé de son père arriva l'après-midi suivant. C'était un homme sévère à la barbe grise nommé Thorne, qui avait servi la maison Vane depuis avant la naissance de Callum. Il transmit les préoccupations de son roi sans aucune de la douceur que la lettre portait sur le papier. « Votre père me demande de vous rappeler, » dit Thorne, se tenant raidement dans l'embrasure de la porte des appartements de Callum, que la résonance de l'héritier n'est pas simplement une affaire privée, c'est une affaire d'État. Si vous vous attachez publiquement à une fille qui ne peut être vérifiée, et qu'il s'avère plus tard que c'est une manipulation, les dommages à la légitimité de la succession ne seront réparés par aucune excuse. « Je suis conscient du risque, » dit Callum. « Êtes-vous conscient, » insista Thorne, « qu'il y a déjà des murmures parmi les anciens officiers de la garnison que le moment de son arrivée, si proche de certains anniversaires que ce territoire préférerait oublier, n'est pas une coïncidence ?» Callum devint très immobile. « Quels anniversaires ?»« 11 ans depuis la signature de l'armistice, » dit Thorne. « Il y a des hommes qui n'ont jamais pardonné à votre père de l'avoir signé. Des hommes qui ont passé une décennie à attendre une fissure dans les défenses de ce territoire assez large pour argumenter que le traité devrait être renégocié en des termes plus durs. Une fille née silencieuse, illisible partout née dans les 2 territoires, se déplaçant librement dans les plus hauts cercles du pouvoir de Vane. Vous devez voir comment cela pourrait être exactement le genre de fissure que de tels hommes attendaient. Vous suggérez que Wren fait partie d'un complot contre ma propre maison. Je suggère, dit Thorne prudemment, que vous considériez la possibilité sans d'abord décider, par sentiment, que c'est impossible. C'est tout ce que votre père vous demande. Callum ne dormit pas cette nuit-là non plus. Il retourna l'avertissement sous tous les angles possibles, et découvrit, à la fin, que cela n'ébranlait pas ce que 9 semaines d'honnêteté simple et sans garde avaient construit entre lui et Wren. Mais cela planta une petite graine de vigilance inquiète, qui, en moins d'1 mois, se révélerait avoir été exactement le bon instinct, dirigé, en l'occurrence, contre la mauvaise personne. Chapitre 9. La salle du conseil d'Ash Grove était une vieille pièce, plus ancienne que l'académie elle-même. Elle était construite avec des pierres récupérées du donjon original de Warscald. Elle dégageait l'autorité froide et sans hâte d'un lieu qui avait pris des décisions pendant des siècles et ne s'attendait pas à être remis en question. Wren se tenait devant l'assemblée des seigneurs, des généraux et des anciens des 2 territoires. Ses mains étaient jointes et son dos droit. Elle était consciente que chaque centimètre illisible d'elle-même était, dans cette pièce, une sorte de preuve. « Vous ne pouvez pas être vérifié par l'odeur, » dit le seigneur qui présidait, un vieil allié de la propre maison de Serafina. Pas méchamment, mais pas gentiment non plus.
Ce qui signifie que ce conseil n'a aucun moyen fiable de déterminer si votre proximité avec l'héritier alpha représente un attachement sincère ou toute autre chose. Je comprends cela, dit Ren. Je l'ai compris toute ma vie. Je ne peux pas vous offrir mon odeur comme preuve de quoi que ce soit. Tout ce que j'ai, c'est ma conduite et ma parole, et ce que quiconque ici est prêt à en faire. La parole et la conduite sont précisément ce que ce territoire ne peut plus se permettre de se fier uniquement, dit Séraphina, se levant de son siège avec la grâce posée qu'elle avait pratiquée toute sa vie. Avec tout le respect que je dois au Conseil, je voudrais rappeler à tous les présents qu'une nez silencieuse est un instrument idéal pour le type exact de tromperie que nos systèmes de vérification existent pour prévenir. Je ne dis pas cela par sentiment personnel. Je le dis parce que quelqu'un dans cette pièce doit le dire. C'était, pensa Ren de loin, une très bonne performance. Elle ne pouvait rien reprocher à la construction de l'argument, seulement à l'intention qui se cachait derrière. Ce qui se passa ensuite, le Conseil en discuterait pendant des années. Callum Ashworth Vane se leva de son propre siège. Ce n'était pas le lever posé et diplomatique que ces 3 années de formation lui avaient inculqué. C'était quelque chose de brut, de plus proche du garçon qui avait perdu son frère à 15 ans et qui avait passé chaque année depuis à s'entendre dire exactement comment un futur roi alpha était autorisé à se sentir. « Avec tout le respect que je dois à ce conseil, dit-il, j'aimerais déclarer quelque chose pour le procès-verbal, pleinement conscient du risque politique que cela comporte. » Il ne regarda pas la lettre de son père pliée dans sa propre poche. Il regarda Ren. « Je crois qu'un lien de résonance s'est formé entre moi et Ren Solis. Pas par l'odeur. Je n'ai aucune de la certitude chimique que la loi exige comme preuve, et je ne prétendrai pas le contraire. Ce que j'ai, ce sont 9 semaines de comportement que je ne peux expliquer autrement. Je ne demande pas à ce conseil de simplement me croire sur parole. Je vous dis clairement que si la loi exige une preuve que ce lien ne peut pas encore fournir, alors la loi telle qu'elle est actuellement écrite n'est peut-être pas capable de reconnaître tout ce qu'un lien est réellement. » La chambre devint complètement silencieuse. Déclarer une résonance non vérifiée devant le conseil plénier avant qu'elle ne puisse être confirmée par l'odeur à 21 ans était un risque politique sans précédent moderne. Si elle s'avérait fausse plus tard, cela pourrait remettre en question la légitimité de toute la lignée de succession. Callan le savait. Il le dit quand même. C'était « Ren le compris », même si sa poitrine se serra étrangement avec quelque chose pour lequel elle n'avait aucune entrée de registre, la chose la plus imprudente et la plus honnête qu'elle ait jamais vu une personne faire. Chapitre 10. La déclaration ne mit pas fin aux murmures. Elle les aiguisa en quelque chose avec des dents. La faction de la vieille garde que Calder Ash avait passé des années à courtiser discrètement s'était contentée jusqu'à présent d'attendre, de laisser l'utilité de Ren mûrir lentement sans être remarquée. La déclaration publique de Callan changea complètement le calcul. Une nez silencieuse dont la proximité avec l'héritier Vane était maintenant une affaire de notoriété politique n'était plus une ombre utile. Elle était soudainement inconfortablement visible, et visible d'une manière qui rendait chaque utilisation discrète qu'ils avaient prévue pour elle considérablement plus dangereuse à tenter. Ce qui signifiait, dans le calcul froid d'hommes qui avaient été patients pendant 11 ans et n'avaient pas l'intention de perdre leur moment maintenant, que quelle que soit l'utilisation qu'ils comptaient faire d'elle, elle devait se produire rapidement, avant que l'examen du conseil ne ferme toutes les portes. Calder Ash vint au petit bureau de recherche de Ren 2 nuits après la déclaration. Son vieux visage était arrangé en une expression de préoccupation soignée et paternelle. « J'ai entendu ce qui s'est passé devant le conseil, » dit-il. « Vous devez avoir peur. »« Je gère, » dit Ren, bien que la vérité soit plus proche d'être submergée, par la déclaration, par l'examen, par la nouvelle tendresse étrange qui s'était ouverte dans sa poitrine et n'avait encore nulle part où vivre en sécurité. « Il y a des gens, » dit lentement Calder Ash, la regardant avec la patience d'un vieux savant, qui aimeraient beaucoup voir ce traité renégocié en des termes plus justes que ceux que le grand-père de votre roi Alpha leur a imposés. Des gens qui croient que la paix, telle qu'elle est actuellement, est plus proche d'une reddition. Je ne dis pas cela pour vous troubler. Je le dis parce que je pense que vous devriez comprendre le monde dans lequel vous êtes entré plus pleinement que vous ne le faites actuellement. Ren devint très immobile. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je pense que, dans votre position, plus proche que jamais du cœur du pouvoir, on pourrait un jour vous demander de porter quelque chose pour des gens qui croient en une paix plus juste. Une lettre,
Un registre. Quelque chose de trop sensible pour risquer avec un loup dont l'odeur pourrait le trahir sous interrogatoire. Il le dit doucement, presque gentiment, comme s'il lui offrait une opportunité plutôt qu'un piège. Vous seriez particulièrement bien placé pour une telle tâche, Wren. Particulièrement en sécurité. Et voilà, toute la forme de la chose enfin visible. Wren resta assise, les mots du vieil homme s'abattant sur elle comme de l'eau froide. Qu'elle comprenait enfin pourquoi un obscur érudit sans maison s'était donné tant de mal pour faire venir une fille spécifique, illisible et sans amis dans la seule école du territoire la plus proche du siège du pouvoir. Sa bourse, son transfert, tout son accueil à Ashgrave. Tout cela, apparemment, avait été préparé bien avant toute note de bas de page dans n'importe quel registre. « Vous n'avez jamais été intéressé par mes recherches, dit-elle doucement. « J'étais très intéressé par vos recherches, dit Calderache, et il eut au moins la grâce d'avoir l'air légèrement désolé. J'ai simplement trouvé utile qu'elle soit accompagnée de tout ce que vous êtes. Vous m'avez fait venir ici exprès, avant même d'en avoir lu un mot. Je vous ai fait venir ici, dit Calderache, parce que je suis un vieil homme qui a vu toute une génération de bons soldats saigner sur cette frontière, et qui a passé 11 ans à regarder un traité qu'il considère comme une humiliation être tranquillement appliqué par des hommes trop jeunes pour se souvenir de ce qu'il a réellement coûté. Je ne regrette pas la fin de la guerre, mademoiselle Solas, quoi que vous puissiez penser de moi. Je regrette comment elle s'est terminée et pour qui. Et j'ai passé beaucoup de temps à chercher un moyen de corriger cela sans remettre le feu à tout le territoire. Il croisa les mains, sans hâte, entièrement en paix avec ce qu'il avait fait. Vous n'avez jamais été une victime dans mes plans. Vous étiez l'atout le plus précieux qu'une cause comme la mienne pouvait espérer trouver. Et j'ai l'intention de vous utiliser aussi complètement que je l'ai toujours prévu, que vous y consentiez volontairement ou non. Et si je refuse, alors une fille sans maison, sans fortune et sans personne de rang pour parler en sa faveur, disparaît simplement d'une académie que le Conseil sera très réticent à fouiller de trop près. Étant donné que votre présence ici a récemment fait l'objet d'une enquête, dit-il, sans élever la voix, ce qui rendit la menace plus forte qu'un cri ne l'aurait fait. Je préférerais que vous acceptiez. Je vous apprécie à ma manière. Mais je ne laisserai pas le sentiment me coûter 11 ans de travail patient. Wren resta assise, la forme froide et complète de la situation s'installant en elle. Elle comprenait enfin que l'homme en face d'elle ne l'avait jamais, au cours de toutes leurs longues heures de travail ensemble, vu comme autre chose qu'une arme très bien déguisée. Chapitre 11. Wren ne dormit pas du tout cette nuit-là. Au matin, elle avait pris sa décision, et ce n'était pas la décision que Calderache avait espérée. Elle alla d'abord voir Callum, car il n'y avait aucune version de cette épreuve qu'elle était prête à survivre seule. Et parce que 9 semaines d'honnêteté simple entre eux lui avaient appris que quoi qu'il arrive, cela devait être construit sur les mêmes fondations, ou cela ne vaudrait rien. Ils ont prévu de m'utiliser, lui dit-elle dans l'heure grise et froide, avant que le reste de l'école ne se réveille. Depuis avant même mon arrivée. Ash veut que je transporte quelque chose à travers la frontière, pour des hommes qui pensent que le traité est une reddition plutôt qu'une paix. Je ne sais pas exactement quoi encore, mais j'en sais assez pour savoir que c'est réel. Et je sais que si je disparais simplement en silence et que je refuse, ils trouveront seulement un autre moyen et je n'aurai jamais de preuve de tout ça. Le visage de Callum dans la lumière grise passa par quelque chose qui ressemblait presque à de la peur avant de se figer dans la même préparation plate et contrôlée qu'elle avait prise des mois auparavant pour de la froideur. Alors nous ne vous laisserons pas disparaître en silence. Je veux leur faire croire que j'ai accepté, dit Wren. Je veux porter ce qu'ils me demandent de porter, une seule fois, sous la surveillance du Conseil, pour que, lorsqu'ils me le remettront, il n'y ait plus de questions à débattre. Je ne veux pas être protégé de ça, Callum. Je veux que ce soit fini. Cela lui coûta, elle pouvait le voir, tout ce qu'il avait pour accepter. Chaque instinct protecteur qu'un loup portait pour la seule personne sur laquelle son lien s'était établi hurlait contre le plan. Mais il avait appris au cours de 9 semaines honnêtes que Wren Solas ne demandait pas des choses auxquelles elle n'avait pas déjà réfléchi complètement. Et il la respectait trop maintenant pour lui enlever ce choix. Ils intégrèrent Ivy Marin au plan le lendemain matin. Non pas parce que l'un ou l'autre faisait entièrement confiance à la sagesse d'élargir le cercle, mais parce qu'Ivy avait passé 3 ans à apprendre comment les procédures du Conseil fonctionnaient réellement.
D'une manière que ni un universitaire, ni un héritier élevé principalement sur la théorie ne pouvaient égaler. Si vous allez entrer dans une session du conseil en portant des preuves contre un instructeur en poste et une faction non nommée de vieux officiers, vous devez le faire correctement, leur dit Ivy. Elle arpentait le petit bureau de Wren, avec l'efficacité vive d'une femme résolvant un problème qu'elle trouvait, si elle était honnête, plutôt excitant, après 3 ans à faire semblant de se soucier des plans de table. Pas remis discrètement à l'avance. Posés sur la table devant chaque seigneur de la pièce au moment exact où ils sont déjà prêts à vous observer de près. Laissez leurs propres suspicions à votre égard devenir la chose qui rend la preuve impossible à rejeter. Vous voulez que j'utilise l'enquête contre moi comme scène, dit lentement Wren. Je veux que vous utilisiez tout ce qu'ils ont déjà construit contre vous comme la raison même pour laquelle personne ne peut prétendre que c'était mis en scène, dit Ivy. Ils pensent que vous êtes dangereuse parce que vous ne pouvez pas être vérifiée. Laissez ce même fait être exactement la raison pour laquelle personne ne peut vous accuser d'avoir falsifié la découverte. Seraphina, lorsqu'elle a pris le plan 2 jours plus tard, parce que Ivy, à la fin, ne pouvait pas garder la forme entièrement secrète d'une rivale qu'elle avait appris, contre toute intention, à respecter quelque peu au cours de 3 années de misère partagée, arriva à la porte de Wren avec une expression que Wren n'avait jamais vue sur elle auparavant, incertaine. « Je veux aider », dit Seraphina avant que Wren ne puisse demander pourquoi elle était venue. « J'ai construit une campagne contre vous, à partir de faits vrais arrangés, pour ressembler à une menace. S'il s'avère que la menace réelle était en pleine vue tout le temps, portant la robe d'un érudit, alors je préférerais être celle qui a aidé à l'attraper, plutôt que celle qui a passé une saison à lui faciliter la tâche, en dirigeant les soupçons de tout le monde sur la mauvaise fille. C'était, pensa Wren, ce qui se rapprochait le plus d'une excuse que Seraphina Dawes offrirait probablement jamais à quiconque, et elle l'accepta exactement comme elle était donnée, simplement, sans demander plus que ce qu'elle contenait. Le plan qui suivit était simple dans sa forme et angoissant dans son exécution. Wren laisserait Calderash croire qu'elle avait accepté son offre. Elle récupérerait tout le matériel que la faction de la vieille garde ferait passer en contrebande à travers la frontière. Et elle le porterait directement dans une session du conseil déjà convoquée pour entendre l'affaire, sous bonne garde, devant chaque seigneur qui avait jamais douté d'elle. Le matériel lui-même lui parvint 3 nuits plus tard, passé de main en main par une porte latérale des archives de la tour, par un coursier, qu'elle ne vit jamais assez clairement pour le nommer. Un portefeuille en cuir d'apparence banale contenant des lettres de la propre main du général Adair, des registres de pièces déplacées à travers 3 maisons de marchands distinctes, et un décompte approximatif des affectations de garnison qui importerait beaucoup à quiconque, prévoyant de tester les défenses des frontières. Wren lut chaque page 2 fois à la lueur d'une bougie, mémorisant ce qu'elle pouvait, cataloguant ce qu'elle ne pouvait pas, et elle comprit, en le tenant, exactement combien de dégâts un seul coursier illisible aurait pu faire à la paix si elle avait jamais accepté de le porter discrètement. Tout faillit mal tourner une seule fois, dans la dernière heure. Un des contacts de Calderash, devenant méfiant de la facilité avec laquelle elle avait accepté, sentant peut-être quelque chose dans la constance trop soignée de son attitude, tenta de l'intercepter avant qu'elle n'atteigne la chambre pour reprendre ce qu'elle portait et étouffer l'affaire discrètement. Elle avait quitté ses appartements à l'aube, le portefeuille solidement attaché contre ses côtes sous son manteau. Elle avait pris le long chemin passant par l'ancienne tour de guet plutôt que le chemin direct vers la salle du conseil, exactement comme elle et Callum en avaient convenu la nuit précédente. C'est là, dans l'étroit escalier de pierre où personne d'autre n'avait de raison d'être si tôt, qu'un homme aux larges épaules qu'elle ne reconnut pas sortit de l'ombre de l'arche et lui dit assez calmement de lui remettre ce qu'elle portait. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit Wren, sa voix plus stable que son pouls. « Vous savez précisément de quoi je parle, mademoiselle Solas. » L'instructeur s'inquiète. Il aimerait récupérer sa propriété avant qu'elle n'atteigne quelqu'un qu'elle ne devrait pas. Elle n'avait pas de lame et n'aurait pas su quoi en faire si elle en avait eu une. Ce qu'elle avait, c'était 5 ans de survie dans un corps que personne ne pouvait lire. Ce qui signifiait qu'elle avait aussi passé 5 ans à apprendre à paraître beaucoup plus calme qu'elle ne l'était. Et elle utilisa chaque heure de cette pratique maintenant, gagnant du temps, posant des questions, reculant d'un demi-pas à la fois vers la porte du fond de l'escalier, achetant les quelques secondes dont elle avait besoin. « C'est Callum,
Enfreignant toutes les règles du conseil, même devant lequel il était sur le point de se présenter en arrivant armé et sans préavis à une heure où aucun héritier n'était censé errer dans les escaliers de la tour, qu'il l'atteignit le premier. Il se plaça physiquement entre Wren et un homme 2 fois plus lourd que lui, armé de conviction. Sa voix tomba dans un registre qu'elle n'avait jamais entendu de lui auparavant, plat, froid, entièrement dépourvu de la diplomatie soignée que 3 ans de formation lui avaient inculquée. « Vous allez reculer, dit Callum, ou vous expliquerez au conseil plénier dans 1 heure exactement pourquoi l'héritier Alpha vous a trouvé en train d'agresser une étudiante dans un escalier. » L'homme n'hésita qu'un instant avant de fuir, disparaissant à travers l'arche et dans le matin gris. Et c'est Wren elle-même, se déplaçant avec la confiance simple et sans ostentation d'une femme qui avait grandi à la frontière neutre, où ne faire confiance à personne était simplement la façon de survivre, qui étudia sa propre respiration, redressa son manteau sur le portefeuille, toujours solidement attaché contre ses côtes, et réussit à faire entrer les documents dans la chambre quand même. Elle le posa elle-même sur la table du conseil, ses mains pas tout à fait stables, mais sa voix entièrement. Et elle commença à parler avant que quiconque dans la chambre ne puisse l'interrompre avec une autre question sur son odeur. Il y a 3 semaines, mon directeur de thèse, l'instructeur Calder Ash, m'a demandé de transporter du matériel sensible à travers la frontière au nom d'une faction qui croit que le traité de ce territoire équivaut à une reddition plutôt qu'à une paix, dit-elle. Je ne l'ai pas refusé catégoriquement, parce que j'ai compris qu'un refus silencieux ne ferait que l'envoyer chercher un autre coursier illisible, et ce conseil ne verrait jamais la preuve de ce qu'il avait l'intention de faire. Alors j'ai accepté, et je l'ai transporté, et j'ai apporté chaque page ici à la place, pour être présenté devant cet organe, plutôt qu'à travers une quelconque frontière. Elle étala le portefeuille pièce par pièce. Des lettres de la propre main du général Adair, des registres traçant l'argent déplacé à travers 3 maisons de marchands, le décompte approximatif des affectations de garnison qui aurait dit à un vieil ennemi exactement où les défenses de ce territoire étaient les plus minces. La Chambre, qui avait passé des semaines à débattre si une fille née silencieuse pouvait être digne de confiance, devint entièrement silencieuse, alors que ses propres seigneurs lisaient, d'une écriture qu'aucun d'eux ne pouvait nier, exactement ce que certains hommes de leur propre rang avaient passé une décennie à construire discrètement. « Je demanderai à ce conseil de considérer, dit Wren dans ce silence, si le danger que vous avez passé ces dernières semaines à enquêter si soigneusement en moi était vraiment le danger, ou s'il était simplement plus facile de suspecter la seule personne dans cette pièce dont vous ne pouviez pas vérifier l'honnêteté par l'odeur, plutôt que de chercher le danger qui était assis parmi vous, vérifiable et digne de confiance depuis le début. » Calder Ash fut arrêté dans l'heure. Il ne dit rien pour sa défense, regarda seulement Wren avec la déception lasse d'un vieux savant, comme si son refus d'être utilisé était en quelque sorte une trahison de l'intellect même qu'il avait autrefois prétendu admirer. « Vous aviez tous les dons nécessaires pour changer la façon dont ce territoire comprend la loyauté elle-même, » lui dit-il doucement, alors que les gardes le conduisaient hors de la chambre. « Je n'ai jamais voulu que vous la changiez que du bon côté de l'histoire. »« Vous vouliez que je la change de votre côté, » dit Wren. « Ce n'était jamais la même chose, et je pense que vous le saviez bien avant moi. Le général Adair et le petit cercle de vieux officiers, nommés dans les lettres récupérées, furent arrêtés au cours de la quinzaine suivante, dispersés dans les 2 territoires. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que le contenu du portefeuille atteigne le conseil, avant même que leur coursier n'ait traversé la frontière. Les 11 années de travail patient et silencieux que Calder Ash avait décrites si calmement dans son bureau se défirent en beaucoup moins de temps qu'il n'en avait fallu pour les construire. Chapitre 12. La bourse de Wren, son transfert, toute l'étrange architecture de son arrivée à Ashgrove furent examinées par le conseil pendant des semaines. Et à la fin, ce n'est pas son odeur qui l'a innocentée, car elle n'en avait aucune à offrir. C'était quelque chose que les anciens textes n'avaient jamais pleinement pris en compte, et que les modernes avaient activement rejeté. Un lien, réel et établi, entièrement construit sur des habitudes et un comportement honnête au cours d'une saison de proximité, vérifié non pas par la chimie, mais par le fait simple et indéniable d'un état de rêve partagé que la plus ancienne guérisseuse du Conseil a confirmé que seule une véritable résonance pouvait produire. La guérisseuse, une femme à la voix douce nommée Hot Ellie,
qui avait servi 3 générations de la maison Vane, les examina séparément à la demande du conseil. Elle demanda à chacun d'eux, sans que l'autre ne soit présent pour son récit, de décrire tout ce qu'ils avaient remarqué d'inhabituel au cours des dernières semaines. Des rêves, une certitude partagée soudaine, une conscience de l'état d'esprit de l'autre à distance. Callum le décrivit en premier, seul dans une petite chambre latérale, avec l'inconfort particulier d'un homme peu habitué à discuter de quoi que ce soit, d'aussi peu gardé devant un registre officiel. « Le mur, dit-il. Le mur est en hiver, avec du givre sur la pierre et toute la vallée silencieuse en dessous. Nous sommes debout ensemble, et aucun de nous ne dit rien, parce qu'il n'y a rien à dire. J'ai fait le même rêve peut-être 6 fois maintenant. Toujours les mêmes détails, jusqu'à la couleur exacte de la lumière. » Wren, interrogé 1 heure plus tard dans la même chambre, décrivit le même rêve jusqu'à la couleur de la lumière, avant qu'Ottilie ne lui ait donné le moindre indice de ce que Callum avait déjà dit. Et la guérisseuse se rassit dans son fauteuil, avec l'expression stupéfaite d'une femme réécrivant, en temps réel, tout ce qu'elle avait cru sur les limites de son propre domaine. « En 40 ans de pratique, dit Ottilie au conseil assemblé, j'ai vérifié peut-être une douzaine de vrais liens par l'odeur seule, et je n'ai jamais été témoin de quoi que ce soit ressemblant à un état de rêve partagé indépendamment de celle-ci. Je ne dis pas cela à la légère. Je mettrai ma propre réputation en jeu sur l'affirmation que ce qui existe entre ces deux-là est la résonance dans sa forme la plus ancienne et la plus rare. Le genre même que je soupçonne maintenant que l'instructeur H a passé sa carrière à chercher dans de vieux registres sans jamais le reconnaître alors qu'il se tenait juste devant lui. C'est arrivé à la fin, tranquillement, par une nuit ordinaire, 3 semaines après l'arrestation. Wren et Callum rapportèrent séparément à la guérisseuse, et sans aucune coordination entre eux, le même rêve exact. Le mur est sous la lumière de l'hiver. Eux deux, debout ensemble, à l'endroit où le sol se souvenait encore de la guerre, ne disant rien, n'ayant besoin de rien dire. Il n'y a aucune signature olfactive impliquée dans ce que vous décrivez, dit la guérisseuse au conseil assemblé, avec la gravité particulière d'une femme réécrivant quelque chose qu'elle avait cru toute sa carrière. Et pourtant, c'est indubitablement de la résonance, l'expression la plus ancienne et la plus rare, le genre enregistré uniquement dans les années avant que cette guerre ne remodèle la façon dont nos liens sont autorisés à se former. Je dirais avec confiance que ce conseil vient d'assister à la preuve que tout notre système moderne de vérification par l'odeur a été aveugle à toute une catégorie de liens authentiques pendant toute ma vie. Une remise en question forcée que personne dans cette chambre ne s'attendait à tenir. Si la loyauté et l'amour pouvaient exister, et même s'épanouir hors de portée du nez de n'importe quel loup, alors toute l'architecture du concours d'accouplement d'Ashgrave, construite pour protéger le traité du type exact de tromperie que seule l'odeur ne pourrait jamais attraper, reposait depuis 11 ans sur une fondation incomplète. Wren Solace fut reconnue formellement et sans autre débat, non pas comme une épouse politique choisie pour son avantage, mais comme la première Luna née silencieuse de l'histoire enregistrée de la lignée Vane. Et ses recherches, élargies, corrigées, enfin libérées de l'homme qui avait tenté de les instrumentaliser, devinrent le fondement d'une toute nouvelle compréhension de la manière dont la loyauté dans ce territoire serait testée à partir de ce moment. Serafina Dawes, à la surprise de presque tous ceux qui l'avaient vu passer une saison à monter un dossier contre Wren, fut celle qui proposa devant le conseil plénier que les procédures de vérification de l'Académie soient formellement révisées, pour tenir compte du type exact de lien que Wren et Callum avaient prouvé possible. J'ai construit toute une campagne sur l'hypothèse que ce qui ne pouvait pas être senti ne pouvait pas être digne de confiance, dit-elle avec la même voix posée qu'elle avait autrefois utilisée pour semer le doute dans des pièces silencieuses. Je préférerais passer le reste de ma carrière à corriger cette hypothèse, plutôt qu'à prétendre que je ne l'ai jamais eue. Elle ne devint pas Luna. Elle devint, avec le temps, la plus jeune instructrice de droit de la résonance de l'Académie. Et elle et Wren, contre toutes les attentes que l'une ou l'autre avait eues à propos de l'autre, s'installèrent dans quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'amitié, mais qui n'était plus non plus de l'inimitié. Les jumelles, vont déclarèrent le concours officiellement terminé entre elles dans la semaine, trouvant immédiatement une nouvelle affaire tout aussi triviale, sur laquelle se faire concurrence, au grand soulagement de tous ceux qui avaient enduré une saison de leur rivalité.
Les possessions familiales d'Ivy Marin furent discrètement sécurisées, sur l'insistance même de Callum, par une modeste concession commerciale qui ne devait rien au mariage, le premier arrangement de ce type que la maison Vane ait jamais accordé purement par gratitude plutôt que par alliance. Ivy l'accepta avec la même grâce simple et sans drame qu'elle avait montrée à Wren dès la première semaine. Le soir, après que le conseil eut officiellement clos son enquête, Wren se retrouva seul dans le petit bureau de la tour qui avait appartenu à Calderash. Il était maintenant dépouillé de ses livres et de ses papiers, attendant d'être attribué au prochain érudit que l'Académie choisirait. Elle s'attendait à se sentir triomphante. Ce qu'elle ressentit à la place, debout dans la pièce vide, où elle avait passé tant d'heures à se croire encadrée plutôt qu'utilisée, fut un chagrin silencieux qu'elle n'avait pas anticipé. Pour la version des derniers mois qu'elle avait cru vivre, et pour le simple fait que même la gentillesse qu'on lui avait montrée ici s'était avérée avoir un prix qu'elle n'avait jamais accepté de payer. Callum la trouva là, dans l'embrasure de la porte, et ne demanda pas ce qui n'allait pas. Car il avait appris au cours de toute une saison de conversations honnêtes qu'elle le lui dirait en son temps si elle le voulait. « Je n'arrête pas de penser, » dit finalement Wren, « que j'aurais dû savoir, que 5 ans de gens traitant mon honnêteté comme suspecte auraient dû m'apprendre à être plus prudente quant aux gentillesses auxquelles je faisais confiance. »« Ou, » dit Callum, en traversant la petite pièce pour se tenir à côté d'elle, « vous pourriez laisser cela être la preuve de quelque chose de complètement différent, que la seule gentillesse qui s'est avérée fausse n'annule pas celle qui était réelle. Comme la vôtre. Je ne l'ai jamais fait et je n'ai pas l'intention de commencer maintenant. Comment puis-je connaître la différence sans un nez pour me le dire? Vous avez connu la différence chaque jour pendant 9 semaines, dit Callum. Vous le saviez avant que le conseil n'ait besoin d'une guérisseuse pour le leur prouver. Vous êtes la seule personne dans toute cette académie qui n'a jamais eu besoin qu'on lui dise ce qui est vrai. Vous le voyez simplement clairement, de la même manière que vous avez vu à travers chaque performance dans ce bâtiment dès votre arrivée. Il prit sa main, prudent, sans hâte, comme il avait appris à être prudent avec tout ce qui comptait. Je ne vous demande pas de me faire confiance parce qu'un rêve a correspondu. Je vous le demande parce que pendant 9 semaines, vous l'avez déjà fait, et c'était juste. Wren regarda leurs mains jointes pendant un long moment, puis leva les yeux vers lui. Et quelque chose dans sa poitrine, qui avait été tendu et prudent pendant 5 années consécutives, se relâcha enfin, tranquillement. « D'accord, dit-elle. Alors j'y crois. Pas au registre, pas à la guérisseuse, à vous. » Callum, de son côté, termina l'histoire qu'il avait commencée devant le conseil avec la même simplicité qui avait construit tout le lien en premier lieu. « Je n'ai jamais voulu d'une femme choisie parce que son odeur correspondait à une colonne dans un registre, lui dit-il sur le même mur est où le rêve les avait trouvés tous les deux pour la première fois. Le sol sous eux, enfin, après 11 ans, ne contenant rien d'autre que de l'herbe d'hiver ordinaire. Je voulais quelqu'un qui, en 9 semaines, ne m'a jamais rien demandé d'autre que la vérité. Vous êtes la seule personne qui me l'a jamais donnée sans demander d'abord ce qu'elle valait, dit Wren. Aucun d'eux ne l'appela résonance. Pas vraiment. Pas à voix haute. Cela n'avait jamais eu besoin du mot. Cela n'avait eu besoin que des 9 semaines, des questions honnêtes, du mur, de la volonté de 2 personnes de rester immobiles assez longtemps pour que quelque chose de réel s'installe entre elles. Derrière eux, loin de l'autre côté de la frontière, la vieille odeur de pin calciné d'il y a 11 ans persistait encore faiblement dans les racines des collines d'Ashgrave. Certaines choses, disait le vieux loup, ne quittent jamais entièrement un endroit. Mais certaines choses, il s'est avéré, pouvaient quand même y pousser. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'espère que vous avez apprécié de voir Wren et Callum trouver leur chemin l'un vers l'autre au cours de 9 semaines honnêtes, plutôt qu'en un seul instant écrasant. Pensez-vous qu'un lien entièrement construit sur des habitudes et la confiance, sans un seul moment de certitude olfactive, est tout aussi réel que le type traditionnel? Ou pensez-vous que le conseil d'Ashgrave avait raison d'être aussi prudent avant de le croire? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, consultez le reste de mes vidéos pour en découvrir d'autres, et je vous dis à la prochaine.